Bonjour à toutes et tous, merci d'être connectés, bienvenue dans cette conférence de presse en visio, ce webcast organisé par Lyxor Asset Management. Au programme aujourd'hui, nous allons analyser l'état des marchés financiers et bien sûr nous pencher sur la conjoncture économique. Je me présente, je m'appelle Olivier Provost, je suis directeur associé de l'agence Rumeurs Publiques et ancien rédacteur en chef de La Tribune. Et pour présenter ces différents points sur les marchés et l'économie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jeanne Asseraf-Biton. Jeanne est Head of Market Research, donc responsable de la recherche marché chez Lyxor Asset Management. Bonjour Jeanne. Bonjour Olivier. Et nous avons avec nous Florence Barjou, qui est CIO de Lyxor Asset Management, Chief Investment Officer. Bonjour Florence. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors vous allez le voir dans quelques secondes, Jeanne et Florence se sont lancés un défi, c'est d'essayer de répondre à cette vaste question sur l'état des marchés et de la conjoncture en 10 points. Et on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, que ce soit l'évolution des taux et la fameuse question du tapering, la politique fiscale et budgétaire des pays, les arbitrages entre actions et obligations, et puis aussi le sujet des bulles spéculatives. Et vous nous voyez venir, on parlera évidemment du Bitcoin. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Jeanne, avec le sujet des commodities, des matières premières, qui est à la frontière de la macro et des marchés. Comment se présentent les choses dans le domaine des commodities, Jeanne? Écoutez, les commodities, enfin et en même temps. Alors, nous avons un petit problème de son. Nous allons le régler dans quelques secondes. Pardon Jeanne pour cette petite interruption. Je précise pendant ce temps-là que vous allez pouvoir poser tout au long du webcast vos questions à travers l'espace chat qui se trouve à la droite sur votre écran sur votre chaîne YouTube. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions ou les préparer. Nous les poserons évidemment à la fin de ce webcast qui durera à peu près 1 heure. Je pense que le problème a été rétabli. Nous allons revenir tout de suite avec Jeanne. Jeanne, vous êtes avec nous. Désolé de cette petite interruption technique. Donc Jeanne, je vous repose la question. Dans tous les sujets macro-micro qu'on va traiter aujourd'hui, il y a un sujet qui est au cœur de toutes ces problématiques, c'est les matières premières, ce qu'on appelle les commodities. Comment ça se présente en la matière ? Écoutez, les commodities ont très bien reflété la crise. C'est ce que vous voyez sur le slide page 3, le slide 3 sur le graphique de gauche, donc avec un creux et puis une remontée relativement conséquente, puisqu'on est très au-delà des niveaux qu'on avait pré-crise. Alors l'énergie est un peu à part parce que nous considérons que le marché est très bien tenu par l'OPEP, qui devrait augmenter de façon très précautionneuse son offre sur la deuxième moitié de l'année. À cet égard, nous envisageons des prix du baril fermes, mais pas forcément en hausse très marquée. La conjonction de la réouverture des économies et du stimulus permet, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, permet une croissance mondiale qui atteindrait 6% cette année, avec les États-Unis à près de 7%. C'est véritablement ce qu'on appelle un boom économique. Et l'Europe, qui était un petit peu à la traîne, est en train de rattraper. Et notre hypothèse pour le second semestre, c'est que les prévisions de croissance sur l'eurozone vont effectivement continuer de remonter. On en voit un peu l'inflexion récente depuis à peine un mois et nous pensons que ça va continuer. Intéressant aussi, 2022, vous voyez des prévisions et des niveaux de croissance qui restent très forts dans le monde. Alors, on pourrait se dire, par rapport à ces anticipations d'activité très fortes, comment se fait-il qu'on ait un peu d'hésitation sur les matières premières? Et là, eh bien, évidemment, on arrive sur le variant Delta, c'est ce qu'on regarde en page suivante. Alors, ce variant, tout le monde le connaît bien maintenant, il est présent dans plus de 80 pays et on voit effectivement de nouvelles vagues arriver en Afrique, en Russie, au Royaume-Uni. Il serait, et de très loin, le plus contagieux des variants. Et si on le compare au tout premier virus, en fait, auquel on a été confronté, il serait 2 à 3 fois plus contagieux. Mais
très bonne nouvelle de notre point de vue. Une récente étude au Royaume-Uni nous montre qu'une vaccination complète, que ce soit avec Pfizer ou AstraZeneca, protège très bien des formes sévères du variant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'en dépit de la remontée des cas au Royaume-Uni, en fait, il n'y a toujours pas de remontée des hospitalisations. Ça, c'est un élément rassurant. Ça veut dire qu'a priori, il ne devrait pas être nécessaire de refermer les économies. Mais ça reste le risque majeur sur l'activité. Et l'activité va être sans aucun doute, et la dynamique d'activité, la pérennité de ce boom vont être les éléments cruciaux qui détermineront si oui ou non on a un risque que l'inflation apparemment transitoire pourrait devenir pérenne. Et là-dessus, je laisse justement la parole à Florence. Merci beaucoup, Jeanne. Alors effectivement, tu parlais de la hausse du prix des matières premières. Donc évidemment, cette hausse, elle alimente elle-même l'inflation. Et donc cela nous amène tout naturellement à la deuxième question, qui est donc, sommes-nous à l'aube d'un nouveau régime inflationniste ? Donc pour répondre à cette question sur le slide 7, effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée et d'ailleurs, elle s'est même imposée par elle-même au marché au vu des derniers chiffres de croissance, d'inflation qui ont été publiés notamment aux États-Unis. Et donc vous voyez là ce graphique sur la gauche, ce n'est pas une erreur, c'est bien l'inflation sous-jacente aux États-Unis qui monte en pic. On a une inflation sous-jacente aux États-Unis qui est venue toucher 3,5%, une inflation totale qui a quasiment touché les 5%. Donc on est quand même sur des niveaux d'inflation qui sont des niveaux les plus élevés en un quart de siècle. Donc c'est vraiment quelque chose de significatif. Cette accélération de l'inflation, on la voit aux États-Unis, où elle est particulièrement marquée, mais on la voit aussi dans d'autres pays, donc typiquement dans les pays émergents, à l'exception de la Chine, mais là c'est vraiment pour des raisons spécifiques qui sont liées à des hausses des prix des denrées alimentaires l'année dernière. Et ce que je voudrais souligner, c'est l'Europe. L'Europe qui visuellement, en tout cas là sur le graphique de droite, a des taux d'inflation qui sont moins dramatiques, entre guillemets, qu'aux États-Unis ou que dans certains pays émergents. Mais là, il faut quand même bien garder en tête qu'on vient de beaucoup plus loin. C'est-à-dire, souvenez-vous, durant le deuxième semestre de l'année dernière, on était en déflation. En Europe, on avait en moyenne des taux, une décroissance de l'inflation qui était de l'ordre de 0,3% par mois. En janvier, en tout début d'année, on avait encore des taux d'inflation en Europe qui étaient inférieurs à 1%. Donc on a en Europe aussi une accélération qui est marquée de l'inflation et d'ailleurs on pourrait s'orienter vers quasiment 3%, on pourrait venir toucher les 3% cet été sur l'inflation européenne. Donc au global, on a quand même une inflation qui est sensiblement supérieure aux cibles des banques centrales. Sur le slide suivant, slide 8, la question qu'il faut se poser évidemment, et qui est la question que se posent les banques centrales, c'est est-ce que cette inflation est transitoire ? Et dans ce cas-là, elles n'ont pas grand-chose à faire, ou est-ce qu'elle est permanente ? Et là, évidemment, il faudrait agir. Alors si on commence par analyser les facteurs cycliques, ce qu'on voit bien, et c'est là qu'il y a tout le lien qui se fait avec ce que disait Jeanne, c'est que des effets transitoires qui sont liés à des effets de base, et notamment à l'impact du prix des matières premières, entre autres le pétrole, sont extrêmement importants. Vous voyez sur le premier graphique sur la droite, un modèle qui est développé justement par notre recherche économique, donc par les équipes de Jeanne, un modèle de prévision de l'inflation en fonction du prix du baril. Et donc vous voyez bien le pic actuel de l'inflation, donc là l'inflation américaine, et le repli dès 2022, y compris avec un prix du baril qui se maintiendrait autour de $80. Donc un prix du baril autour de $80, inflation qui revient vers 2,3% en mai 2022, un baril à 100, on serait autour de 2,5. Donc là, on voit bien effectivement l'importance des effets de base et tous ces arguments qui sont relativement valides sur le fait que l'inflation est transitoire. Sur l'inflation sous-jacente, on a une analyse qui est relativement proche, avec peut-être quelques interrogations sur toute la partie loyer, qui pourrait être un peu plus permanente, notamment du fait du boom
du marché immobilier qu'on voit aux États-Unis. Mais la vraie variable qu'il faut suivre, à notre sens, ce sont bien sûr les salaires. Puisqu'on le sait bien, hein, l'histoire nous l'a appris, les spirales inflationnistes s'appuient toujours sur une boucle sur une boucle prix-salaire. Or, pour l'instant, donc là, vous avez le graphique qui est en bas à droite. Pour l'instant, la hausse moyenne des salaires aux États-Unis reste relativement contenue, ce qui est très rassurant. Et on comprend bien pourquoi, hein, puisqu'il y a quand même encore à peu près 5 millions d'emplois qui ont été détruits pendant la crise du Covid et qui doivent être récupérés. Il n'en reste pas moins qu'on a eu par-ci, par-là, on voit qu'il y a des problèmes d'appariement, hein, sur le marché du travail américain, et on a eu par-ci, par-là, effectivement, quelques entreprises, et non des moindres, hein, comme Amazon, McDonald's, ou dans le secteur financier, Bank of America, qui ont annoncé des hausses de salaire. Voilà, donc pour l'instant, en tout cas du côté des facteurs cycliques, une inflation qui est transitoire, mais vraiment des salaires à surveiller et qui seront déterminants. Sur le slide suivant, je pense qu'il faut s'intéresser évidemment aussi aux facteurs structurels. Et là, à notre sens, il est encore un peu trop tôt, hein, pour parler de changement de régime, puisqu'on a en fait des déterminants structurels ou fondamentaux qui sont relativement équilibrés. Du côté de ceux qui viendraient contenir la hausse inflationniste, on a au niveau mondial des gaps d'emploi et des gaps de croissance qui ne sont pas encore refermés. On a du côté de la productivité quand même des bonnes nouvelles, il nous semble en tout cas, puisqu'on voit les entreprises investir, ce qui devrait du coup améliorer leur productivité et leur permettre de compenser des hausses salariales s'il devait y en avoir. Et du point de vue de la politique monétaire, on voit bien, et on en parlera un peu plus tard, qu'on n'est quand même pas loin du point haut, hein, du stimuli monétaire. Donc ces éléments-là devraient nous aider à contenir la hausse des prix. Du côté des éléments qui pencheraient plutôt pour une accélération de l'inflation, on a évidemment des effets richesse qui sont impressionnants, puis une épargne accumulée par les ménages durant la crise est prête à être dépensée qui est très importante. Autre point qui nous semble notable, c'est l'abandon, hein, tout simplement de la discipline budgétaire avec des politiques de relance keynésiennes qui sont massives. Du côté de tout ce qui est commerce international, le libre-échange qui était déjà quand même un peu remis en question avant la crise avec l'antagonisme entre les États-Unis et la Chine et qui s'est transformé en un débat sur les relocalisations, et on comprend bien pourquoi, hein, avec un intérêt qui est porté typiquement avec la crise des semi-conducteurs ou tout ce qui est pharmaceutique à des denrées qui seraient importantes. Et puis finalement, du coup je ferai ma transition sur la troisième question, on peut voir aussi les banques centrales potentiellement comme un facteur haussier sur l'inflation. Mais au global, notre scénario central, c'est quand même celui d'un choc d'inflation qui serait transitoire, avec typiquement aux États-Unis une inflation à moyen terme qui reviendrait vers 2,5%, donc quelque chose de tout à fait raisonnable. Et donc c'est un scénario qui par ailleurs est très porteur, hein, pour les marchés actions, avec des hausses de prix qui restent modestes et des conditions financières qui restent favorables. Donc sur le slide suivant, effectivement, du coup, troisième question qui nous semble importante aujourd'hui, est-ce que les banques centrales sont en retard? Donc notre scénario central, je l'ai dit, c'est une remontée de l'inflation, mais pas de surchauffe. Et un des risques sur ce scénario central, c'est justement, est-ce que les banques centrales pourraient être myopes et donc sous-estimer le risque inflationniste? Alors ça, c'est un débat qu'on ne voit pas trop en Europe et on comprend bien pourquoi, mais en tout cas aux États-Unis, il fait rage et il nous semble que c'est intéressant et important de s'y intéresser. Alors sur le slide suivant, le slide 11, si on pose un peu le cadre et si on se demande pourquoi les banques centrales pourraient être en retard, il y a deux réponses qui nous semblent majeures. La première, c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif des banques centrales qui pourrait être très important, puisque les banques centrales se battent depuis maintenant
plus de 10 ans contre la déflation. Et elles ne veulent absolument pas prendre le risque de se retrouver dans une situation déflationniste. Et on comprend bien pourquoi, puisqu'une situation déflationniste a des impacts qui sont très négatifs sur les économies. Et c'est très difficile de s'extirper d'une situation de déflation. On a évidemment en tête l'exemple du Japon avec les 2 décennies perdues dans les années 90 et les années 2000. Donc les banques centrales ne veulent pas prendre le risque de se retrouver dans une situation déflationniste. Deuxième point qui est très important, c'est l'adaptation du cadre de la politique monétaire que l'on voit aujourd'hui, avec une tolérance qui est très forte à une inflation qui serait supérieure à la cible. C'est tout le nouveau cadre de politique monétaire de la Fed, avec le FATE, le ciblage d'inflation moyen, qui par nature implique une forte tolérance à des phases où l'inflation est supérieure à la cible. Et puis à la rentrée, on partagera avec la BCE les conséquences et les conclusions qui seront tirées de la revue de sa politique monétaire. Donc au global, on est aujourd'hui dans une situation où la fonction de réaction des banques centrales est très asymétrique et il y a donc un risque qui nous semble accru que les banques centrales laissent l'inflation déraper. Sur le slide 12, ce qu'on voit, c'est que évidemment aujourd'hui, ni les marchés ni la Fed ne s'attendent à un overshoot durable de l'inflation. Et d'ailleurs, c'est aussi notre scénario central. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le pricing de marché est quand même relativement complaisant aujourd'hui, avec des taux d'intérêt à long terme qui sont très bas et un aplatissement de la pente qui a été marqué. Des anticipations d'inflation à long terme qui sont faibles. On est autour de 2,3 aux États-Unis à horizon 5 ans. On est autour de 1,7 pour la zone euro. Et des anticipations de politique monétaire qui restent très accommodantes, avec à horizon 5 ans un taux des Fed Funds qui est anticipé par le marché inférieur à 2%, donc inférieur à la cible d'inflation. Et donc cette complaisance, elle laisse aujourd'hui en fait peu de marge d'erreur. Elle laisse peu de marge d'erreur et elle tranche avec une incertitude qui nous semble élevée autour de l'inflation. Et vous voyez sur le premier graphique à la gauche la surprise d'inflation, c'est-à-dire l'écart entre les anticipations de marché et l'inflation qui est réalisée à chaque mois. Et vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, le marché a anticipé le pic inflationniste du fait des effets de base, qui sont faciles à calculer. Donc le marché s'attendait à ce que l'inflation augmente de manière importante, mais il n'en reste pas moins que depuis 3-4 mois, à chaque fois que vous avez un chiffre d'inflation qui sort, il se reprend à la hausse. Donc on a quand même cette incertitude autour de l'inflation, et ça impacte la politique monétaire. Et là, vous voyez sur le graphique de droite la décomposition du 10 ans américain en sa composante inflationniste, sa composante réelle et ce qu'on appelle la prime de terme, qui peut être qu'on peut assimiler à l'incertitude, notamment autour de la politique monétaire future. Et là, vous voyez qu'on passe d'une situation où la prime de terme était négative à une situation où elle est aujourd'hui positive, donc associée à une incertitude plus importante de la politique monétaire. Et on comprend bien pourquoi. C'est concomitant avec ces surprises inflationnistes qui sont très fortes. Sur le slide suivant, donc slide 13, si on devait donc résumer la situation actuelle, on est quand même dans une situation où on a des politiques monétaires qui sont très accommodantes, on a des dépenses publiques keynésiennes, Jeanne l'a dit, une reprise qui est en boom, boom économique. Donc vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez et en toute logique, vous avez un cocktail, qui devrait évidemment favoriser la reprise de l'inflation. Et donc si on combine ça avec une tolérance des banques centrales beaucoup plus élevée pour l'inflation qu'auparavant, on a quand même une situation où ce qui est temporaire aujourd'hui pourrait devenir permanent. Et donc ça, c'est accentué par une probabilité accrue des banques centrales d'être en retard. C'est un scénario aujourd'hui qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas notre scénario central, mais qui mérite tout de même d'être mentionné, puisqu'il fait aujourd'hui partie
de nos scénarios de risque. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois, mais c'est aujourd'hui un scénario de risque qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est un scénario de risque qui est important puisqu'à chaque fois que les banques centrales sont en retard, on le sait, elles sont obligées en fait de compenser leur inaction passée par des hausses de taux brutales qui viennent casser la croissance, qui provoquent des récessions et qui provoquent de l'instabilité financière via des crises. Voilà, donc à ce titre, je trouve que c'est intéressant de conclure notamment sur la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui a été perçue par le marché comme étant relativement au quiche, vous savez, avec ces anticipations de hausse de taux, donc 2 hausses de taux qui sont prévues maintenant pour 2023 et qui ont surpris le marché. Mais de notre point de vue, ce que fait la Fed aujourd'hui, c'est extrêmement rassurant parce que justement, elle communique sur le fait qu'elle reprend la main et qu'elle reste vigilante et qu'elle adaptera sa politique monétaire en fonction des conditions de croissance, mais aussi en fonction des conditions d'inflation. Donc pour nous, justement, la Fed a été très rassurante et on préfère voir une banque centrale qui est vigilante et garantir la stabilité financière ultérieure qu'une banque centrale qui serait trop accommodante et qui laisserait l'inflation déraper. Alors Florence, quel que soit le scénario, c'est-à-dire des banques centrales en retard et qui du coup rattrapent brutalement, ou au contraire des banques centrales et notamment la Fed où les faucons prennent le pouvoir et décident de remonter progressivement les taux, dans les 2 cas, il y aurait remontée des taux dans les mois à venir. Quelles seraient les conséquences pour les entreprises, notamment par rapport à la dette qui a été accumulée? On pense évidemment à la crise sanitaire, mais ça avait même commencé avant. Ça va être quoi la conséquence pour les entreprises, pour les corporates? Oui, alors effectivement, il y a toute cette question du mur de la dette qui nous avait énormément inquiétés, notamment l'année dernière, puisqu'on voit bien là sur le slide 15 que cette crise, sans surprise, la crise du Covid a été associée à une explosion de l'endettement. Donc on a bien en tête l'explosion de l'endettement public, bien sûr, du fait des politiques de relance, mais on voit que de manière mondiale, de manière relativement partagée, les entreprises aussi se sont endettées, évidemment, pour faire face au choc d'activité. Et on a aujourd'hui des taux d'endettement qui sont supérieurs à 100% dans l'ensemble des grandes économies. Alors pour l'instant, notre point de vue, c'est que le risque de crédit reste relativement contenu, et on le voit bien d'ailleurs sur le graphique de droite en termes de niveau de spread. En termes de niveau de spread sur le marché, on n'est pas loin des points bas historiques, et on comprend bien pourquoi, puisque la liquidité est toujours là. On a quand même des programmes de soutien, notamment des garanties publiques qui sont très présentes, et encore une fois, la reprise cyclique qui est bel et bien là. Alors la question évidemment sur le slide 16, c'est la charge de la dette. C'est ça la question centrale. Bien sûr, lorsque les programmes de soutien et notamment les garanties publiques vont prendre fin, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des faillites, notamment du côté de toutes ces entreprises zombies, j'ai envie de dire, mais qui probablement auraient fait faillite quoi qu'il en soit. Mais dans notre scénario central, où on a quand même une inflation modérée, donc qui est bonne pour les entreprises, puisqu'elle permet de réduire la charge réelle de la dette, et simultanément cette inflation modérée qui serait accompagnée par une normalisation de la politique monétaire qui resterait très graduelle, on aurait des services de la dette qui seraient peu ou prou stables, qui augmenteraient peut-être légèrement, mais qui resteraient très gérables. Vous voyez qu'on a aujourd'hui évidemment des services de la dette, des charges financières pour les entreprises qui sont bien moindres que ce qu'on avait, y compris, j'ai envie de dire, avant la grande crise financière. Évidemment, le point central qu'il faut encore une fois souligner ici, c'est l'importance du rôle des banques centrales, puisque vous le disiez, Olivier, là, les banques centrales sont quand même vraiment sur une ligne de crête, puisqu'elles sont d'un côté, il faut qu'elles fassent attention à l'inflation qui accélère, mais de l'autre, il faut que la dette reste soutenable. Et on voit bien que si les taux montaient trop brutalement, ça poserait un vrai problème, y compris pour les entreprises, mais aussi évidemment pour les États. Du coup, Jeanne, je me permets de te redonner la parole effectivement sur tout ce qui est politique budgétaire, parce qu'on a parlé beaucoup de politique monétaire. La politique budgétaire est évidemment aussi au centre des débats, et elle mérite qu'on s'y intéresse. Absolument, merci Florence. En fait, ce que vous voyez en slide 18, il y a un petit graphique en haut
que j'aime bien parce qu'il nous montre le fait que les banquiers centraux ont fait leur travail. Ils ont fait un travail absolument colossal et à aujourd'hui, il faut quand même le réaliser. La Banque du Japon détient près de la moitié du marché obligataire japonais d'État, un marché obligataire d'État. Dans l'eurozone, on est monté à près de 35%. Donc la BCE détient 35% et au fond, les Américains sont un peu moins agressifs avec une détention qui serait probablement aux alentours de 25% aujourd'hui. Donc les banquiers centraux ont fait un travail extrêmement important pour prévenir les risques de déflation et depuis plusieurs années, ils appellent les États, les gouvernements à prendre le relais avec des politiques fiscales beaucoup plus importantes de soutien de façon à pouvoir normaliser la politique monétaire. Et si vous regardez le graphique en bas, page 18, je trouve qu'il y a des constats intéressants à faire. Le premier, alors ce graphique mesure ou tente d'évaluer l'impulsion budgétaire. Autrement dit, est-ce que il y a une forte contribution de la part de l'État, du gouvernement, au travers de ses dépenses publiques ou des baisses d'impôts, pour stimuler l'activité. Et en fait, ici, on regarde, alors techniquement, ça se regarde en regardant l'évolution du déficit primaire, donc hors intérêt de la dette, ajusté du cycle. Alors 2020, pas de grand étonnement. Vous voyez qu'on est en impulsion fiscale très forte. Quand on est en négatif, on est en impulsion fiscale très forte. Qui se comprend puisqu'on était en pleine crise du Covid, tous les plans, etc. 2021 également, pression, impulsion, pas pression, impulsion budgétaire exceptionnelle. Et vous remarquerez que les montants, même en 2021, on est dans des montants qui sont en 2020 de l'ordre de 4-5% du PIB, disons 3-4 en 2021. C'est absolument colossal comparé à ce qu'on a eu dans les années antérieures. Ici, j'ai mis juste 2018-2019, mais on pourrait regarder plus avant, où l'impulsion budgétaire, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, était beaucoup plus modeste. Donc là, vraiment, des éléments majeurs, très positifs encore cette année, mais évidemment, il y a toujours un moment où il faut payer l'addition et on pourrait voir en 2022, et c'est important, le simple fait que les plans se tarissent, eh bien, peut provoquer l'inverse, c'est-à-dire un freinage qui viendrait de la politique budgétaire. Alors, c'est un élément clairement à surveiller de près, qui va dépendre, puisque là où il serait vraiment très fort, c'est aux États-Unis, avec un freinage qui pourrait atteindre 5% du PIB, qui est bien sûr en lien avec la taille absolument exceptionnelle de l'impulsion budgétaire et du soutien budgétaire que le gouvernement a pu accorder à l'économie. Et là, évidemment, les plans de relance qui sont en train d'être discutés aux États-Unis vont être importants. Alors, l'aspect, on va dire, critique pour cette... où l'aspect ou l'impact le plus important en 2022 va certainement être l'impact que ça risque d'avoir sur les profits des entreprises. Et est-ce que, même avec une croissance qui continuerait d'être solide, le retrait de ce soutien budgétaire pourrait impacter le boom des profits? Parce que réellement, c'est ce que vous voyez en page 20, on est aujourd'hui en boom des profits dans le monde développé et dans le monde émergent d'ailleurs aussi, mais en particulier dans le monde développé, avec des croissances de bénéfices qui seraient de l'ordre de 40% cette année aux États-Unis, 50% dans l'eurozone cette année, donc des chiffres absolument, là encore, inédits depuis de très longues années. Alors, on pourrait avoir une inquiétude pour 2022. Vous voyez que les estimations du consensus sont plus modestes. Pour les États-Unis, on est plutôt aux alentours de 12, pour l'eurozone aux alentours de 14, donc quand même un peu plus modeste. Et on pourrait se dire, eh bien, y a-t-il un risque sur ces prévisions ?
Nous ne le pensons pas sur les prévisions européennes et en particulier de l'eurozone. La raison est principalement celle que vous voyez page 20. Typiquement, l'eurozone et les entreprises de l'eurozone ont un levier opérationnel très fort. C'est-à-dire que quand l'activité accélère ou est forte, les marges remontent. Or, c'est ce que nous escomptons pour la fin de cette année, deuxième semestre, et pour 2022. Donc, très peu de risques du côté des entreprises européennes dans ces prévisions, de 14% de hausse en 2022. Et si risque il y a, c'est peut-être un risque à la hausse. En revanche, sur les États-Unis, les choses sont un peu plus compliquées. Je l'ai évoqué, il y a des plans qui sont en discussion aujourd'hui entre républicains et démocrates, qui sont susceptibles de passer en septembre, et en particulier un plan d'infrastructure et un plan qu'ils appellent un plan social, en fait, qui est le American Families Plan. Ces plans seraient financés par un volet d'augmentation d'impôts sur les entreprises et un volet d'augmentation d'impôts sur les ménages. Notre scénario sur les relèvements d'impôts aux États-Unis est relativement modéré. Nous pensons qu'il va falloir, pour l'administration Biden, faire de grands compromis pour arriver à passer l'ensemble de ses plans et en particulier son plan social. Donc au final, on envisage un relèvement de la taxe de l'impôt sur les sociétés à 25%, pas à 28% comme le voudrait Biden, des profits sur une taxation des profits à l'étranger entre 15 et 20% et une imposition des plus-values qui serait aux alentours de 30%. Alors, ça se traduirait comment ? Nos estimations, en regardant secteur par secteur sur les entreprises du S&P, nous disent que ça pourrait éroder les profits 2022 du S&P 500 entre 3 et 10%. Alors vous allez me dire, la fourchette est large, mais tout va dépendre des détails, des plans qui vont être votés. Et dans ces détails, il y a le rythme de mise en œuvre. Est-ce que l'ensemble va être voté pour un relèvement immédiat dès le début 2022 ou étalé dans le temps ? Nous pensons que ce sera plutôt étalé dans le temps. Et puis, il y a un élément sur lequel je voudrais revenir pour les États-Unis, c'est le levier opérationnel. Alors, en début de call tout à l'heure, Florence évoquait le risque d'accélération des marges aux États-Unis, tout en disant bien, attention, la productivité remonte, donc le coût unitaire du travail, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est la courbe bleue qui nous donne le coût unitaire du travail, mais on regarde la capacité des entreprises à vendre, les prix de vente auxquels les entreprises arrivent à écouler leurs produits, rapportés à ce coût unitaire. C'est un très bon proxy pour les marges. Et de fait, nous envisageons une remontée modeste du coût unitaire du travail. Et de ce côté-là, on va dire, les marges devraient tenir. Mais là où les marges risquent d'avoir une impulsion à la hausse, qui viendrait largement compenser le risque d'augmentation des impôts, c'est encore une fois le levier opérationnel. Ce que vous montre le graphique à droite, c'est que les marges des entreprises ont une sensibilité très claire à la croissance économique. Or, nous arrivons vers des niveaux de croissance qui vont être aux alentours de 7% cette année, un peu moins, probablement 4 à 5% l'année prochaine. Ce sont des niveaux de croissance qui appellent malgré tout une très bonne tenue des marges, voire une possible remontée des marges qui pourrait largement compenser les relèvements d'impôts. Donc nous tablons sur des perspectives bénéficiaires relativement favorables. Très intéressant, Jeanne, et très précis. Je vais vous poser une question et je rappelle d'ailleurs à tous nos auditeurs et notamment à nos amis journalistes qu'ils peuvent eux aussi préparer leurs questions dans l'espace chat, situé encore une fois à la droite de votre espace YouTube. La question que j'avais pour vous, Jeanne, elle est très simple. Je suis investisseur, notamment investisseur européen. Je vois bien l'analyse que vous faites entre les différentes zones et notamment Europe versus États-Unis. Il y a deux grandes questions que je peux me poser sur la variation euro versus dollar
quelle est la position que je dois prendre, quels sont l'intérêt à un moment de miser sur l'un ou sur l'autre. Et puis même chose sur les classes d'actifs, et notamment l'equity. Est-ce que je dois aller plutôt vers des actions américaines ou est-ce que je dois aller plutôt vers des actions européennes? Alors Olivier, je pense que sur la première question, c'est-à-dire sur l'euro-dollar, on va dire le bon côté, c'est que de notre point de vue, il n'y a pas grand risque d'un côté ou de l'autre. Et à ce stade, on ne prendrait pas de position marquée parce qu'il nous semble que le rationnel qui pourrait défendre soit l'euro, soit le dollar n'est pas très fort aujourd'hui. Alors regardons rapidement ensemble en slide 23, eh bien, les principaux déterminants de la parité euro-dollar. Alors, on l'a dit, hein, on attend un statu quo des banquiers centraux, donc pas de grands changements. S'il doit y avoir une remontée des taux, je pense que ça a été clair dans ce que nous a dit Florence, elle sera plutôt du côté des États-Unis avant d'être du côté de la BCE. Ça favorise le dollar. Le dollar garde sa caractéristique de valeur refuge. Elle l'a toujours, on l'a vu encore récemment, ça favorise aussi le dollar. On a vu dans l'autre sens qu'on attendait un rattrapage économique de l'eurozone. Il a d'ailleurs commencé, il s'est amorcé et ce rattrapage est favorable à l'euro. On pourrait en écho dire qu'effectivement, si la reflation s'installe dans l'eurozone, elle devrait attirer davantage de flux vers les actifs européens et à ce titre favoriser l'euro. Il y a quand même un élément qui viendrait tempérer ces pressions à la hausse sur l'euro. Eh bien, c'est l'incertitude, et c'est ce qu'on voit en page 26. On est quand même entré dans une période où il y aura un peu plus d'incertitude politique en Europe qu'il n'y en aura aux États-Unis. Avec en particulier, alors les élections allemandes, l'incertitude retombe ces derniers jours, avec le CDU qui a l'air de prendre clairement l'ascendant et dans les intentions de vote. Au niveau des élections françaises, dans un an, bon, là, ça risque d'être quand même une incertitude que le marché pourra prendre en compte et qui pourra éventuellement peser sur l'euro dans quelques mois, peut-être avant la fin de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez aussi, page 24 en haut, de constater, c'est quand on regarde les positions spéculatives aujourd'hui sur l'euro et sur le dollar, elles sont très faibles. Donc, pas de grand risque de notre point de vue. Il y a pas mal d'influences qui viennent se compenser sur l'euro-dollar. L'autre aspect que vous évoquiez, Philippe, Olivier, c'est l'aspect de cherté. Alors, longtemps, on a considéré que les valeurs de l'eurozone étaient beaucoup moins chères que les valeurs américaines. C'est plus tout à fait vrai. Alors, je voudrais illustrer ce propos en regardant le graphique à gauche, page 26. Ici, ce que vous voyez, c'est un graphique de valorisation relative. Donc, dans la courbe noire, on regarde le PE relatif, eurozone sur États-Unis. En réalité, en PE relatif, on est revenu sur une décote moyenne de long terme, hein, puisque c'est la moyenne des 15 dernières années. C'est la décote qu'on a depuis 17% de décote. Rien là d'exceptionnel ou de particulièrement attrayant. Ce n'est pas non plus inquiétant. Mais en tout cas, on est revenu sur la moyenne. C'est un peu moins vrai quand on considère les prix sur cash flow. On a encore un petit peu d'upside, ce qui est lié à la caractéristique qui est assez claire à mon sens à droite, qui est le retard, on va dire, à la reflation ou le niveau plus déflationniste de la structure économique dans l'eurozone comparée aux États-Unis. Et là, je voudrais m'arrêter une minute. Ce qu'on regarde sur le graphique de droite, eh bien, c'est le price to sales relatif eurozone sur US, sur États-Unis. Et vous pouvez constater quand même que depuis 2007, eh ben, il n'a quasiment pas cessé de baisser. Alors, quand on essaye d'analyser le pourquoi, eh bien, on s'aperçoit qu'il est quand même relativement en ligne avec
le PIB, l'activité nominale de l'eurozone rapportée à celle des États-Unis. Autrement dit, dans l'eurozone, nous avons année après année accumulé du retard dans notre croissance nominale, c'est-à-dire que ça inclut à la fois la dynamique de croissance, mais aussi celle d'inflation. Et là, ça pèse évidemment sur les perspectives de vente et le marché l'a bien en tête. Donc oui, si effectivement on devait rattraper et sortir de cette, j'allais presque dire, de ce retard structurel, oui, on pourrait revoir des valorisations nettement plus élevées en eurozone comparées à celles des États-Unis, mais il nous semble qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer. Donc, pas de souci, mais pas d'attractivité ou pas de recherche ou de volonté de rechercher une valorisation particulière dans l'eurozone. C'est clairement une zone attrayante dans notre scénario central qui est celui d'une poursuite de la reflation. Et on va voir d'ailleurs, Jeanne, dans la question suivante, qui est la question 9 sur tout ce qui est rotation sectorielle, que justement, d'un point de vue cyclique, l'Europe, effectivement, à court terme, tout du moins, est intéressante. Donc sur le slide 28, intéressons-nous justement d'un peu plus près à toutes ces thématiques rotation factorielle, rotation sectorielle. Vous savez tous que la rotation factorielle a été un des moteurs majeurs de la performance des portefeuilles, avec pendant la crise la croissance qui a surperformé la value, puis avec le rebond cyclique, un rattrapage très marqué, très brutal justement de la thématique value. Alors ce qui est intéressant, on le voit sur le graphique de gauche, c'est que la rotation sectorielle au bénéfice de la value c'est un peu essoufflé. Je dirais au cours du mois ou des 2 derniers mois qui se sont écoulés. Et on comprend bien pourquoi quand on regarde le graphique de droite qui vous montre les PE sur le MSCI Europe des différents secteurs. Et donc, ce que vous constatez sur ce graphique, c'est qu'il n'y a plus aucun secteur, en fait, en Europe, dont la valorisation serait inférieure à sa valorisation moyenne sur les 15 dernières années. En d'autres termes, une autre manière de regarder ce graphique, c'est que même en Europe, qui est généralement vue comme un segment plutôt value en comparaison des États-Unis, en fait, la value, des bonnes affaires, en tout cas au niveau sectoriel, un peu macro comme ça, en fait, il n'y en a plus. Et donc là, du notre point de vue, le thème value en tant que tel, de manière globale, effectivement, n'a plus tellement d'intérêt. Mais en revanche, la value, oui, il va falloir venir creuser effectivement au niveau des secteurs, mais surtout au niveau des stocks. Et donc, pour jouer ce thème-là de manière fine, il faut vraiment aujourd'hui avoir des capacités de stock picking. Ce n'est plus, enfin, en tout cas, c'est un thème qu'on ne peut plus jouer de manière aussi évidente que quand on était en pleine sortie de crise. En revanche, sur le slide suivant, page 29, on a quand même un intérêt pour des thématiques qui restent cycliques. Et donc là, c'est intéressant aussi. On voit que également, au cours des 2 derniers mois, ce thème cyclique contre-défensive, il s'est un peu essoufflé. Et là, c'est intéressant parce que généralement, c'est quelque chose que l'on constate plutôt quand on est en fin de cycle. Donc en fin de cycle, ce qu'on voit généralement, ce sont effectivement des courbes de taux qui s'aplatissent, chose qu'on a constatée récemment, et un marché qui anticipe un pic de croissance. Alors, de notre point de vue, c'est quand même encore un peu trop tôt pour jouer la fin de cycle. Jeanne parlait encore une fois de reprise de l'activité. Nous, dans notre scénario central, on a quand même un scénario où l'activité reste très robuste, avec notamment une reprise qui bascule du secteur manufacturier vers les services, avec l'impact positif des réouvertures. Et puis sur la partie taux, encore une fois, vous l'avez compris, on voit quand même les taux
taux, notamment les taux lourds remontés, avec des discussions au niveau de la Fed, des discussions sur le tapering qui pourraient commencer en septembre et avec une implémentation qui pourrait se jouer, on va dire, début 2022. Et on voit donc les taux longs remonter avec des cibles à 12 mois d'ailleurs qui sont sur le Bund près de 10 BP, donc des taux positifs en zone euro, et le 10 ans américain qui convergerait au-dessus de 2, probablement vers 2,25. Et donc dans cet environnement, c'est là qu'on en revient à l'Europe. L'Europe est quand même plutôt bien positionnée pour jouer cette thématique cyclique, ne serait-ce que parce qu'il y a ce séquençage d'activités qui a été décrit par Jeanne avec la Chine l'année dernière, qui a très bien fonctionné, les États-Unis, et puis maintenant l'Europe avec justement, on voit bien des révisions notamment de croissance qui avaient touché un point bas et qui commencent à s'infléchir vers le haut. Donc oui aux thématiques cycliques et oui notamment aux actions européennes. Et Jeanne d'avoir quasiment tout traité en 9 points. Il reste un 10e point qu'on va voir avec vous, Jeanne, et évidemment, on nous en voudrait de ne pas le traiter. C'est une des questions du moment, c'est celle du Bitcoin, c'est-à-dire évidemment ce crypto-actif hautement spéculatif. Jeanne, ce Bitcoin, est-ce que c'est le nouvel Eldorado ou est-ce que c'est un piège à investisseurs ? Écoutez, nous, on essaye de le regarder d'une façon aussi rationnelle et rigoureuse que possible. Donc, si on regarde ces caractéristiques, eh bien, on peut dire que c'est ce que vous voyez, page 31, c'est le graphique en bas à droite, en termes de pouvoir décorrélant et de pouvoir diversifiant dans les portefeuilles, c'est pas tout à fait ça. On est quand même sur l'année 2020-21. L'essentiel du temps, c'était en corrélation positive avec les actions américaines. Donc, pas de grand pouvoir décorrélant. La volatilité, vous pouvez la voir sur le slide suivant, volatilité qui est quand même considérable, puisqu'on est sur une volatilité qui est à peu près 8 fois plus de 8 fois celle des actions américaines. Donc un actif très volatile, un actif avec un pouvoir diversifiant faible, une liquidité qui n'est pas très bonne non plus. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a été évoquée lorsque le crash qu'on a vu récemment a commencé. On a évoqué le fait que le fondateur aurait potentiellement vendu des titres, vendu des bitcoins et précipitant ainsi eu des ventes en Asie et précipitant la correction qu'on voit. Et puis, c'est un actif qui, à plusieurs égards, n'est pas très aimé. Alors, il y a clairement une défiance très importante de la part des banquiers centraux. On avait entendu Madame Lagarde en janvier dernier. D'ailleurs, la plupart des banques centrales, et c'est ce que vous voyez sur le graphique à droite, page 32, la plupart des banques centrales développent leur propre crypto-monnaie. Donc, en termes de monnaie, eh bien, c'est un actif qui devrait subir beaucoup plus de réglementation plus dure, et qui vient subir la concurrence des banquiers centraux. Et puis, s'ajoute à cela, et on l'a vu très récemment avec la façon dont la Chine a décidé d'arrêter près de 90% de son minage de Bitcoin pour des raisons entre autres environnementales. Donc ça représente, on dit que la Chine, c'est à peu près 70 à 70% de la capacité de minage dans le monde. Donc quand la Chine arrête 90% de sa propre capacité, les impacts sont très importants. Et on a vu le hash rate baisser de près de 35% depuis la mi-mai. Donc c'est un actif sur lequel les préoccupations environnementales jouent à plein, si ce n'est l'exemple dont on vient de parler avec les nouvelles réglementations chinoises. On peut aussi voir ce qui s'est passé avec la détention de Tesla en termes d'actifs. Alors il y a quand même un petit bémol à tout ça, c'est qu'on a commencé à entendre certaines voix, en particulier chez les banquiers centraux,
pour dire que ça pourrait constituer un actif dans lequel on viendrait stocker de la valeur. Donc un actif de stockage, pas un actif de transaction, mais nous sommes quand même relativement réservés compte tenu à la fois de sa volatilité et de son faible pouvoir diversifiant par rapport aux actifs risqués. Merci Jeanne, réponse très claire sur le Bitcoin qui ne l'est pas toujours. On arrive quasiment au terme de ce webcast. Une question, Florence, pour essayer de résumer un peu tout ça. Si on essaye de traduire tout ce que vous nous avez dit avec Jeanne depuis le début, en termes d'allocation d'actifs, quelle est aujourd'hui la position, l'analyse de l'IXOR en termes d'allocation ? Alors Olivier, le positionnement de l'IXOR aujourd'hui, c'est de rester long risque. Nous avons un positionnement au global qui est effectivement moins agressif, notamment sur les expositions qu'en début d'année, tout simplement parce qu'évidemment avec la hausse du marché, les valorisations se sont un peu tendues. Il y a tout ce débat quand même aussi sur le rapprochement du point haut du cycle d'accommodation monétaire. On a évoqué le tapering de la Fed, donc ça c'est quelque chose, c'est des débats qui pourraient un peu agiter le marché au cours de la deuxième moitié de l'année et qui pourrait être l'occasion d'accès de volatilité, mais on maintient quand même ce thème de la reflation. On considère que le thème de la reflation, donc légère accélération des prix et surtout accélération de la croissance, c'est quelque chose qui reste valide et qui est vraiment un soutien qui devrait rester présent, notamment pour le marché action et en particulier, on l'a bien dit, pour le marché européen. On a quand même un momentum de croissance et un momentum de profit, même s'il est un tout petit peu moins rapide, qui reste très positif. Et encore une fois, du côté de la politique monétaire, certes, une normalisation qui serait très graduelle et qui serait, la Fed le dit bien, qui serait bien dépendante de ce qui se passe du côté de la croissance. Donc une préférence quand même pour les actions. Du côté des taux longs, on les voit, on l'a dit, remonter, d'où notre sous-pondération qui reste très forte sur l'obligataire souverain. Je n'évoque pas l'euro-dollar, nous sommes neutres, Jeanne l'a traité. Et je terminerai par l'or, que vous voyez dans nos portefeuilles en légère surpondération. Et là, on est dans un cas un peu particulier, je dirais, de construction de portefeuille, puisque l'or en tant que tel, en fait, nous ne le voyons pas forcément monter, puisqu'on a quand même un scénario où les taux réels se raffermissent. Mais en revanche, quand vous regardez nos portefeuilles, ils sont quand même très biaisés en faveur des actions. On a très peu d'obligations souveraines. Donc on recommande dans nos portefeuilles des positions sur l'or, mais uniquement en tant que couverture et non pas en tant qu'exposition en tant que telle. Voilà Olivier pour le positionnement. Merci beaucoup Florence, merci aussi à Jeanne. On va prendre quelques questions si vous nous le permettez. On va prendre encore quelques minutes pour y répondre. Une double question qui nous arrive de notre ami Michel Lemozov de Gestion de Fortune. Vous venez de parler d'allocation d'actifs vue par l'IXOR, Florence. Michel nous demande, est-ce qu'il y a une allocation d'actifs idéale à vos yeux ? Alors, l'allocation d'actifs idéale, c'est la diversification. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, quand on construit des portefeuilles, il y a une règle de base qu'il faut toujours respecter, c'est vraiment la diversification. Après, évidemment, en fonction des événements de marché, bien sûr, il faut venir sur ou sous-pondérer différents segments. Donc, il n'y a pas d'allocation, je dirais, neutre, idéale en tant que telle. Mais en revanche, toujours faire attention à être correctement diversifié, ça, c'est vraiment la recommandation que je pourrais donner. Et si vous avez... Alors, ce qui est difficile, évidemment, c'est que je pourrais répondre en disant, voilà, l'allocation idéale, c'est un 50-50 actions-obligations. Ça, c'est un portefeuille qui a très bien fonctionné au cours des 20-30 dernières années. Mais là, évidemment, bien sûr, c'est piégeux. C'est piégeux aujourd'hui de regarder uniquement les rendements passés, puisqu'on voit bien que tout le débat, ça va être que quid de la normalisation monétaire, quid de la remontée des taux longs, et peut-être que ce portefeuille idéal qui était un 50-50 au cours des 20 dernières années, peut-être qu'en fait, il sera un peu plus biaisé aujourd'hui vers les actions et vers notamment la gestion alternative, c'est-à-dire vraiment la recherche de rendement un peu décorrélant et pas forcément lié justement uniquement à la partie souveraine. Autre question, peut-être pour vous deux d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de rotation sectorielle, il y a une autre rotation qui est évoquée par Michel Lemozov dans sa question, c'est la rotation des obligations vers les actions. Est-ce qu'à vos yeux, elle est en cours, voire est-ce qu'elle s'est déjà produite ?
Alors, je considère qu'elle est quand même très largement en cours, hein. Quand on s'intéresse au positionnement moyen des gérants qu'on voit sur le marché, ne serait-ce qu'aussi aux recommandations côté sell-side, cette sous-pondération de la partie obligataire, elle a quand même très largement déjà été jouée. Alors après, on a des drivers de marché qui sont beaucoup plus structurels, comme typiquement tout ce qui est fonds de pension, notamment, qui par nature ont des expositions longues sur cette classe d'actifs. Et là, pour l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas encore eu de gros mouvements et on pourrait commencer à en avoir. Parce qu'évidemment, pour faire face à leurs engagements, quand on a des taux qui remontent, la nécessité pour ces acteurs structurels d'avoir des positions très longues sur des instruments type obligataire se réduit un peu. Et donc là, on pourrait avoir encore un peu de pression vendeuse de ce côté-là. Autre question qui revient assez largement. Tout à l'heure, Jeanne a prononcé les mots variant et delta, mais globalement, il faudrait peut-être revenir dessus une seconde. Certains évoquent un signe noir, en tout cas un scénario un peu catastrophe, avec un delta, voire un delta plus qui se généraliserait et qui du coup renverrait nos économies dans le mur, en tout cas vers des confinements généralisés. Est-ce que c'est un scénario qu'il faut prendre en compte et comment ? Écoutez, moi, je le considère comme un scénario de risque relativement peu probable. Euh, il peut y avoir un peu trop de prudence de la part des gouvernants, mais ce que nous montrent aujourd'hui euh, les, les premières statistiques qu'on a au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, je crois qu'il y a aussi les Seychelles, dans lequel le Delta, le variant Delta s'est très largement répandu, eh bien, c'est que, à condition d'avoir une vaccination complète, et les études sont très claires là-dessus, que ce soit donc 2 doses de Pfizer ou d'AstraZeneca, dans les 2 cas, la protection est excellente. Ça ne veut pas dire que les gens n'attrapent pas le Covid. En fait, on voit bien une remontée des cas au Royaume-Uni, on la voit dans d'autres pays, mais ça veut dire que ce sont des formes qui ne sont pas suffisamment sévères pour se retrouver à l'hôpital. Donc, j'ai vérifié tout à l'heure les tout derniers chiffres d'hospitalisation sur le Royaume-Uni, il n'y a aucune remontée. Alors que dans les précédentes vagues, à ce stade de l'augmentation du nombre de cas, il y avait déjà une incidence sur la remontée des hospitalisations. Donc, pas de remontée des hospitalisations pour l'instant, pas de remontée du nombre de décès reliés à ce nouveau variant. Alors, bien sûr, ça suppose qu'il y ait une vaccination conséquente. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est un des pays qui a réussi à avoir de mémoire, alors je vérifie en même temps que je vous parle, mais de mémoire, je crois qu'il y a près de 50% de la population au Royaume-Uni qui a reçu 2 doses. Oui, on est à 48% qui a reçu 2 doses et c'est effectivement un facteur qui pourrait être un facteur différenciant. Aujourd'hui, pour ce qui est de la France, dans mes derniers chiffres, 28% de la population seulement aurait reçu 2 doses. Donc, il se pourrait que, effectivement, un certain nombre de pays soient contraints, à moins que la deuxième dose ne s'accélère assez fortement dans les semaines qui viennent, ne soient contraints d'adopter de nouvelles mesures restrictives ou de freiner la réouverture. Merci Jeanne. Autre question qui revient beaucoup ce matin, c'est la question, alors vous l'avez abordée toutes les deux, mais la fameuse question du tapering qui semble être vraiment le point central. Vous avez dit tout à l'heure que dans vos scénarios, on parlait d'un début de tapering en septembre. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise? Comment vous voyez s'organiser ce tapering par la Fed dans les mois qui viennent? Alors sur la Fed, je pense qu'il y a vraiment, on voit bien qu'il y a des débats internes aussi, des débats internes entre les différents membres, entre les différents gouverneurs. Et donc là, c'est vraiment, je pense, une question de communication. Ce qui va être extrêmement important, c'est, on l'a vu d'ailleurs à la dernière réunion, c'est de gérer les réactions du marché. Puisqu'en toute logique, d'ailleurs, on peut revenir, je n'ai pas commenté ce graphique qui est quand même assez intéressant, qui est sur la slide de la question 3. Alors, mes excuses, je cherche. On va le retrouver en même temps que vous. Oui, on va, voilà.
le slide 13. En fait, le slide 13, il illustre parfaitement un peu ce dilemme et cette situation un peu compliquée dans laquelle sont les banques centrales aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle le shadow rate de la Fed, donc qui représente les conditions monétaires réelles, c'est-à-dire tenant compte du niveau des taux, mais aussi du niveau du QE. Et donc, vous voyez qu'on a évidemment des situations qui sont très accommodantes, avec des conditions financières qui sont négatives, donc ça veut dire très accommodantes, avec un taux des Fed Funds qui est proche de zéro et un taux de Taylor. Alors, le taux de Taylor, souvenez-vous, c'est quand même un taux qu'on regardait tous avant la crise du Covid et notamment avant l'apparition du QE, qui nous donne le niveau théorique des Fed Funds en fonction du niveau d'inflation, du niveau de croissance et du niveau d'écart de ces variables par rapport à leur cible, donc taux d'inflation cible de la Fed et taux de croissance potentielle. Et vous voyez qu'effectivement, sans surprise, au vu des niveaux de croissance très élevés aux États-Unis et au vu des niveaux d'inflation très élevés aux États-Unis, ce taux théorique aujourd'hui devrait être de l'ordre de 6%. Alors évidemment, c'est pas du tout réaliste, mais ça montre bien à quel point la situation est compliquée pour les banques centrales qui ne veulent pas casser la croissance en sortie de crise, mais qui sont effectivement quand même dans un environnement où l'activité et l'inflation sont très dynamiques. Donc il va falloir que la Banque centrale et notamment la Fed prépare bien le marché à cette normalisation graduelle et donc commencer la discussion en septembre pour pouvoir implémenter une réduction des achats à partir du début de l'année prochaine, ça nous semble très cohérent. Après, la question qu'il faut se poser aussi, on parle beaucoup de la Fed, on ne parle pas de la BCE, il faut bien avoir en tête, et je pense qu'on l'a bien souligné avec Jeanne, c'est que les conditions notamment d'inflation et les conditions de rattrapage économique ne sont pas les mêmes en Europe qu'aux États-Unis, et donc tout l'enjeu pour la BCE, ça va être de limiter un potentiel effet de contagion, entre guillemets, qui viendrait donc de la remontée des taux longs aux États-Unis et qui pourrait, par effet de sympathie, impacter l'Europe. Et donc c'est vrai que la BCE, elle, va devoir s'engager dans une communication très claire pour être très rassurante. Et ce n'est pas parce que la Fed va commencer à parler normalisation qu'on va être dans la même situation en Europe. Merci Florence. Jeanne, Florence, on va prendre deux dernières questions et je pense qu'elles sont intéressantes toutes les deux. La première sur des marchés dont on n'a finalement pas énormément parlé ce matin, ce sont les marchés émergents. On nous dit quid des marchés émergents? On a beaucoup parlé des États-Unis, beaucoup parlé de l'Europe. Quelle est votre analyse aujourd'hui sur la situation sur les marchés émergents? Sur les marchés émergents, on a un positionnement qui aujourd'hui est neutre, mais qu'il faut affiner, je dirais, de manière géographique. C'est vrai qu'en Asie, l'Asie et notamment la Chine a été un des marchés qui a le mieux fonctionné en 2020, tout simplement parce qu'il y a eu justement ce séquençage de la croissance avec la Chine qui est sortie la première de la crise Covid, un tassement de l'activité qu'on voit aujourd'hui et c'est normal puisque les effets de rattrapage sont un peu moins violents et on a même en fait des autorités chinoises qui cherchent à freiner entre guillemets une surchauffe et notamment à éviter je dirais un endettement qui s'emballerait. Donc on a des politiques publiques qui sont un peu moins favorables en Asie. On a le Covid, la situation Covid qui est quand même un peu plus compliquée aussi. Et en revanche, on a quand même des zones qui bénéficient, et notamment l'Amérique latine, du boom des matières premières qui a été évoqué par Jeanne et qui pour le coup se porte très bien. Mais c'est vrai qu'au global, sur la zone émergente, d'un point de vue structurel, en tout cas pour l'instant, on préfère rester en neutre et la zone qu'on privilégie vraiment aujourd'hui, c'est plutôt l'Europe. Très clair. Dernière question qui va faire sourire Jeanne, question sur les bulles spéculatives. En gros, voilà, nos téléspectateurs, auditeurs nous parlent des affaires GameStop, de l'affaire Archegos, du dégonflement des valeurs green. On a parlé avec Jeanne longuement du Bitcoin tout à l'heure. Est-ce que vous voyez se former actuellement d'autres bulles spéculatives, nourries évidemment par cet afflux de liquidités réalisé depuis maintenant plusieurs années par les banques centrales? Écoutez, je trouve qu'il s'agit presque de la vie normale des marchés, si tant est que la vie normale des marchés soit normale quand les politiques monétaires et les banquiers centraux mènent des politiques à ce point différentes de tout ce que l'orthodoxie monétaire pouvait nous apprendre. Donc oui, il y a quand même un certain nombre, mais on pourrait
c'est pas vraiment des bulles, c'est plutôt des excès de marché qui se corrigent. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ces excès se corrigent sans menacer la stabilité monétaire. Et on en a eu, effectivement, vous les avez cités. Quand on regarde devant nous, on se dit que ça devrait continuer à peu près sur cette même lancée, tant que justement les banquiers centraux maintiennent une distorsion massive sur les marchés obligataires. Parce qu'avoir une croissance aussi forte en période de reflation et des taux aussi bas, c'est bien le reflet de politiques monétaires exceptionnelles, hors normes, qui font que les marchés obligataires sont chers et que l'ensemble des actifs sont chers. Alors, il y a des toutes petites poches qui, de temps en temps, passent de très cher à excessivement, corrigent, mais sans menacer la stabilité financière, ce qui, là aussi, est un élément que les banques centrales regardent de très près. C'est plutôt une bonne nouvelle, Jeanne, que ces bulles se dégonflent sans exploser véritablement et sans avoir d'effet systémique. Ah ben bien sûr, c'est effectivement très important. C'est un élément qu'on a pu voir d'ailleurs hier, la Banque de France a publié un rapport et elle disait bien que pour l'instant, la stabilité monétaire est correctement assurée. Eh bien, écoutez, voilà, c'est une excellente nouvelle. On va terminer sur cette vision d'espoir en se projetant sur ce deuxième semestre qui commence dès demain. On va remercier chaleureusement nos deux intervenantes, Jana Seraf-Bitton, qui est responsable mondiale de la recherche marché chez Lyxor, Head of Market Research, et Florence Barjou, qui est CIO, Chief Investment Officer de Lyxor. Merci beaucoup à vous deux, vous avez été très complètes. C'était un vrai défi de répondre en 10 points à l'analyse de la situation des marchés et de la conjoncture. Vous l'avez réussi, bravo. On vous dit à très bientôt. On remercie tous nos auditeurs, téléspectateurs de s'être connectés à ce webcast organisé par Lyxor et on vous souhaite une excellente journée.